Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du débrief sportif. On se retrouve une nouvelle fois pour parler basket. Les playoffs battent leur pain, même si en ce moment il y a un petit coup de mou, étant donné qu'on connaît 3 des finalistes pour les finales de conférence, à savoir Golden State Houston. On aura enfin cette finale qu'on attendait tous avant l'heure entre l'équipe de James Harden et Chris Paul et entre l'équipe de Golden State, donc de Steph Curry et Kevin Durant. Même si ça me fait toujours du mal de dire que c'est l'équipe de Kevin Durant. Et de l'autre côté, évidemment, Cleveland est déjà qualifié. On attend le dernier finaliste avec une confrontation entre les Sixers et les Celtics Mama qui me régale. Et je pense sincèrement que les Sixers sont capables. Alors je sais que c'est jamais arrivé, hein, on rappelle 129-0, c'est la statistique des équipes qui ont mené 3-0 en playoff dans l'histoire des playoffs. Mais je pense que les Sixers sont peut-être capables d'aller chercher quelque chose et de renverser la situation. Le dernier match était brûlant et vraiment on s'est régalé. Mais aujourd'hui on va vous parler de Tyronn Lue. Et oui, on va vous parler de Tyronn Lue, assez surprenant. Et pourtant, même moi, ça me surprend, moi qui l'ai critiqué pendant des années. Je vais vous démontrer que Tyronn Lue, en fait, fait des choses plutôt bien et que sa complémentarité avec LeBron James est parfaite. On a beaucoup critiqué Tyronn Lue pour son incapacité à être créatif, son incapacité à être décisif dans les fins de match. Et beaucoup disent que LeBron est en fait le coach de Cleveland. Moi, je pense plutôt que Tyronn Lue est vraiment le coach de cette équipe et que LeBron est plus le GM de cette équipe. Parce que vous allez voir au travers des vidéos que je vais vous montrer qu'en fait, Tyronn Lue, il imprime vraiment un style de jeu à son équipe assez particulier, très différent de ce que pouvait faire David Blatt et qui fit mieux avec ce qu'est LeBron James, même si LeBron est plus fort qu'il l'était à l'époque, ça c'est vrai. Avant qu'on commence, je tenais aussi, comme à chaque fois, à vous remercier pour tous les commentaires que vous avez pu mettre. C'est ce qui fait vivre vraiment la chaîne et ce qui fait vivre les idées de cette chaîne, c'est de pouvoir discuter avec vous et qu'on puisse échanger. Sans ça, franchement, ces vidéos n'ont pas énormément d'intérêt. Et n'hésitez pas à lâcher un petit like, moi ça me permet de développer un petit peu la chaîne et puis vous, ça vous permet de me montrer que vous avez envie de voir d'autres vidéos. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder 3 choses. Dans un premier temps, on va comparer un petit peu le style de jeu de David Blatt avec celui de Tyronn Lue. Dans un deuxième, on va regarder le rôle de Kevin Love en poste 5. Et enfin, on terminera en regardant les statistiques des role-players des Cavs pour montrer quand même que ça dépend pas mal de la qualité individuelle des joueurs et pas tant des choix de Tyronn Lue. Avant d'aborder directement le jeu de Tyronn Lue, je voulais qu'on revienne juste sur le jeu de David Blatt. Le but, c'est d'essayer de comparer les deux styles de jeu. On rappelle, David Blatt a été dégagé en 2016 pour laisser place à Tyronn Lue, qui était considéré comme un homme de LeBron. C'était un des assistants de David Blatt. Et David Blatt est vraiment un coach référencé en Europe. Il a un énorme parcours. Il a gagné beaucoup de choses avec la Russie aussi. Et vraiment, c'est un très grand coach. Il a un jeu très à l'européenne, avec un jeu très placé, très lent. Et lors des finales de 2015, il a en plus dû s'ajuster aux blessures de Kevin Love et de Kyrie Irving. Donc forcément, il faut les prendre un petit peu en compte, même si le supporting cast est au final pas hyper différent de celui que peut avoir aujourd'hui Cleveland à mon sens. Par contre, il est plus fort, mais les profils sont un petit peu similaires. Qu'est-ce qu'essayait de faire David Blatt à cette époque? En fait, son but, c'était vraiment de profiter de la puissance de LeBron et d'avoir un jeu qui ressemble un petit peu à ce que pouvait faire Phil Jackson avec Michael Jordan, à savoir de permettre à LeBron d'avoir le ballon dans les 10 dernières secondes, poste bas, en ayant créé des décalages pour pouvoir avoir de l'espace. Sauf que la principale différence avec Phil Jackson et avec l'époque des Bulls, c'est qu'aujourd'hui on a le droit de faire de la zone en NBA. Donc on va prendre cette action où on voit tout de suite, première chose qu'il faut que vous puissiez voir, c'est la défense de zone des Warriors. Avec Klay Thompson que vous voyez ici qui flotte, Ezeli qui est déjà en aide, et à l'opposé on doit avoir André Iguodala qui permet aussi de bloquer un peu. Quel est le jeu à ce moment-là de David Blatt? L'idée c'est de profiter de la qualité de création de LeBron James arrêté, et surtout de sa qualité de scoring. Donc on lui donne la balle poste bas ici. On a donc J.R. Smith qui est visible par LeBron en prenant une très bonne position face à une zone, étant donné que c'est la pire des zones prenables pour la défense, étant donné qu'elle est dans une zone un peu morte où on ne sait pas si c'est Livingston ou Iguodala qui doit la prendre, et c'est en ça que ça ressemble quand même plus à une 2-3. On a Iman Shumpert qui est ici, qui s'offre la possibilité de couper à l'intérieur. On a Mike Miller en poste haut qui va contrer une éventuelle contre-attaque et qui reste quand même une option pour éviter que Klay Thompson puisse facilement prendre LeBron James. Et on a Timothée Mozgov qui va faire un petit peu là l'anguille dessous en se proposant et en ayant une dernière solution pour LeBron. Ça, c'était le style de jeu de David Blatt. On va vous montrer qu'en fait, Tyronn Lue n'a pas du tout la même considération du jeu offensif de LeBron James et part sur des principes totalement différents. On va tout de suite dans le 4e match entre les Raptors et Cleveland pour essayer de voir justement ce qu'essaye de faire Tyronn Lue. Bon, déjà la première différence, c'est la défense. On n'a pas une défense de zone, on a une défense individuelle. Néanmoins, je ne crois pas que c'est vraiment changé l'approche de Tyronn Lue, étant donné qu'il est toujours sur ces principes-là. Par contre, ça change un petit peu les choix que peuvent faire les joueurs.
Premier élément, moi, qui m'intéresse, c'est qu'en fait, Tyronn Lue ne se concentre pas sur LeBron James. Pour Tyronn Lue, le plus important, c'est où sont placés les autres joueurs. On rappelle, sur la vidéo de David, qu'on vous a montré avec David Blatt, on avait un atgroupement de trois joueurs qui faisait... On n'avait pas un spacing qui était incroyable. Par contre, là, le spacing, il est très bon. Kyle Korver est déjà en bas. J.R. Smith est déjà en bas également. George Hill est à 45. C'est ce qu'on vous a montré à chaque fois. À chaque fois sur le spacing, c'est important d'avoir 2 mecs en bas dans les corners et un mec à 45. Ce qui va se passer, c'est que LeBron va pouvoir remonter une première fois poste haut et là va pouvoir servir Kyle Korver. On va se remettre l'action parce qu'ici on a vraiment l'essence même du jeu de Tyronn Lue. La plus grosse différence entre Tyronn Lue et David Blatt, c'est ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que là où David Blatt donnait le ballon à LeBron, ici, Tyronn Lue le donne systématiquement ici s'il veut que LeBron distribue. En fait, LeBron, sa principale force, c'est certainement le triple menace. Néanmoins, Tyronn Lue fait un choix entre le scoring et la passe. Et David Blatt en faisait un aussi. Sauf que Tyronn Lue, lui, ce qu'il veut mettre en avant, c'est la passe, c'est pas le scoring. David Blatt, ce qu'il voulait mettre en avant, et c'était aussi dû au fait que Kyrie Irving et Kevin Love n'étaient pas là, je suis d'accord, hein, mais ce qu'il voulait mettre en avant, c'était le scoring de LeBron. C'est pour ça que Tyronn Lue lui donne la balle poste haut, donne énormément d'espace pour repérer à J.R. Smith et Kyle Korver, et va permettre à son système en fait de se dérouler et de proposer quelque chose d'intéressant. C'est ici donc que LeBron arrive à faire une passe et panier facile pour Kyle Korver. On se la remet et qu'est-ce qu'on veut regarder d'autre? Ce qu'on veut regarder d'autre, c'est aussi les déplacements de Kevin Love. Là où Timothy Mozgov était là uniquement pour proposer une solution à LeBron James, Kevin Love, lui, va proposer une solution loin du ballon. On se remet l'action, c'est exactement ce qui se passe. Kevin Love, regardez, il descend, il va aller proposer un pick pour Kyle Korver. En fait, c'est l'idée et c'est ce que font les Cavs très souvent. Il attend juste que LeBron ait le ballon pour aller poser son pick à Kyle Korver. Ce qui se passe avec Kyle Lowry, c'est que Korver, étant en réussite sur la série, va plutôt essayer de bloquer l'écran et la remontée de balle et Kyle Korver va en profiter pour aller sous le panier et aller marquer un panier facile. Mais tout ça n'aurait pas été possible si Kevin Love ne proposait pas un écran. Si Kevin Love ne propose pas d'écran, Kyle Lowry, il a juste à être en opposition et il propose une solution d'aide si jamais LeBron pénètre. Et finalement, c'est exactement ce qui se passe sur cette action. On va se la remettre une dernière fois au ralenti pour essayer de tout comprendre. Donc on a le positionnement qui est très bon à ce moment-là. Kevin Love qui annonce qu'il va aller faire un écran à Kyle Korver. Donc LeBron en profite pour remonter. Ils n'essayent même pas de changer de joueur. Les deux, LeBron va remonter, prise de position. Et la fin de pick de Kevin Love. À ce moment-là, Korver a l'intelligence de couper et il part au panier. Et c'est 2 points faciles. On voit donc qu'il y a vraiment une différence de style de jeu et que Tyronn Lue propose vraiment quelque chose d'assez unique en fait, parce que j'ai pas souvenir de voir Eric Spoelstra utiliser LeBron James comme ça. J'ai pas souvenir de voir Brett Brown, pas Brett Brown, c'était le coach. J'ai un doute, le nom du coach, Mike Brown. Mike Brown, j'ai pas souvenir de voir Mike Brown proposer ça à LeBron James. Et vraiment, Tyronn Lue s'appuie énormément sur la création de LeBron dans un système où il se concentre en fait plus sur la qualité des autres que sur la qualité de LeBron, et ce qui rend le travail de LeBron beaucoup plus facile. Donc, bien joué Tyronn Lue. L'autre choix fort de Tyronn Lue, on s'en rappelle, ça avait été au début de la saison de mettre Kevin Love en poste 5. Moi, c'est un choix dans lequel je ne croyais absolument pas. Je pensais vraiment que Tristan Thompson était essentiel au 5 des Cavs, parce que je ne voyais pas comment Kevin Love pouvait aller batailler au rebond face aux bons rebondeurs qu'il peut avoir dans la ligue. Et je voyais pas comment il pouvait avoir l'impact qu'a Tristan Thompson, même s'il a été en difficulté, Tristan Thompson, dans le jeu défensif. Même offensivement, ça lui demande d'aller batailler avec des joueurs très lourds, et forcément, ça va beaucoup le fatiguer. Néanmoins, on va voir au travers de cette action qu'en fait, c'est un coup de maître de la part de Tyronn Lue, notamment quand il joue face à des équipes comme les Raptors. Pourquoi? Parce que les Raptors s'appuient beaucoup sur Jonas Valanciunas, qui est un fort scoreur, qui est un très bon rebondeur, un très bon joueur, très bon QI basket, qui fait beaucoup de choses très très bien. Sauf que Tyronn Lue, en fait, va complètement détruire Jonas Valanciunas en mettant Kevin Love en poste 5. C'est ce qu'on va voir au travers de cette action-là, où en fait, on retrouve la même forme de jeu qu'on a pu vous décrire avant. On a une première tentative d'attaque par Kevin Love, on remonte vers LeBron, et après, le changement est rendu obligatoire par le fait que Jonas Valanciunas soit pas assez rapide. Qu'est-ce qu'il y a à voir dans cette action d'assez intéressant? La première, c'est déjà la prise de position. Vous ne voyez pas le dernier joueur, qui est J.R. Smith, mais il est dans le corner, le spacing est très bon. On retrouve cette idée-là de donner le ballon à LeBron James face au panier, en face du panier, et laisser beaucoup d'espace aux autres. LeBron va tout de suite délivrer un premier ballon pour Kevin Love, qui va tenter une attaque de cercle avec CJ Miles. Vous avez vu déjà, c'est CJ Miles qui défend Kevin Love, parce qu'il y a eu un changement à partir du moment où Kyle Korver a pénétré la raquette, étant donné que Jonas Valanciunas n'a pas la mobilité pour aller chercher Kevin Love, et ça aurait été un 3 points facile. CJ Miles a bien anticipé et monté, Kevin Love tente du coup d'attaquer le cercle, ça ne marche pas. Deuxième phase de jeu, Kevin Love remonte sur Kyle Korver, qui remonte sur LeBron, et on va revoir en fait exactement la même chose
comme je vous décrivais tout à l'heure, les écrans, le jeu de déplacement, et on se concentre sur le fait de mettre en valeur les autres joueurs que LeBron James. Ce qui nous intéresse avec LeBron James, c'est son jeu de passe. Par conséquent, ce qui se passe, c'est que Kyle Korver va venir descendre, la donner l'écran à Kevin Love, et Kevin Love a un 3 points facile. On se la remet pour vraiment comprendre ce qui se passe sur la deuxième séquence. Regardez, Kyle Korver va descendre, Jonas Valanciunas annonce le changement, mais là il y a un gros espace entre CJ Miles et Kevin Love. Kevin Love qui est un bon shooter, qui a retrouvé de la confiance, et Kevin Love peut enchaîner avec son 3 points. L'intérêt de cette position, c'est vraiment en fait de proposer beaucoup de mouvements, une fois de plus, et d'empêcher les autres grands joueurs de l'équipe adverse d'être sur le terrain. Par conséquent, il y a beaucoup de mobilité pour l'équipe des Cavs, mais en plus, ça peut libérer l'accès au cercle pour LeBron James, et ça peut lui permettre d'aller marquer des paniers faciles dessous et de limiter les aides en ayant ce positionnement en fer à cheval avec 4 joueurs à l'extérieur. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui jouent avec 5 extérieurs, sincèrement. J'essaye de réfléchir rapidement, mais je n'en vois pas. Parfois, évidemment, il y a le death line-up des Warriors, mais c'est un style de jeu qui est quand même vraiment différent. Houston ne le fait jamais. Je vois vraiment pas d'autres équipes qui fonctionnent comme ça avec 5 joueurs qui peuvent tirer à 3 points. Donc ça veut forcément dire que Tyronn Lue propose quelque chose d'assez unique, et finalement c'est bien exécuté. Moi je trouve que Tyronn Lue, depuis qu'il est revenu là de son congé maladie, je le trouve beaucoup plus intelligent dans ses choix, beaucoup plus appliqué, beaucoup plus concentré sur le banc. En fait les Cavs, c'est un peu ce que décrivait Jacques Monclar, ce que j'avais pu voir, et je suis tout à fait d'accord avec lui. Les Cavs sont revenus à un basket assez basique, mais avec des choses qui sont bien exécutées et avec des passes et du mouvement. Et on voit beaucoup de ça. Maintenant la dernière chose que je vais essayer de vous montrer, c'est... Certains vont dire c'est parce que c'était contre Toronto. Non, en réalité, il a fait la même chose contre les Pacers. Simplement, le problème c'est que les joueurs des Cavs ne mettaient pas leur panier. Et forcément, c'était plus compliqué. Et qu'au bout d'un moment, ça dépend aussi de la qualité individuelle intrinsèque des joueurs. Pour vous montrer ça, je suis allé regarder en fait les stats des 3 principaux acolytes de LeBron. Parce que je vous montrer des actions, parfois ça peut être un petit peu limité, surtout sur 7 matchs. C'est un petit peu compliqué d'avoir une action représentative, donc je me suis dit on va vous montrer des stats à l'appui. On va prendre les 3 lieutenants de LeBron que sont J.R. Smith, Kyle Korver et Kevin Love. Le premier, J.R. Smith. J.R. Smith a été absolument incroyable dans la série contre Toronto avec un magnifique 76% de réussite au tir à 3 points que vous voyez ici, un 63% de réussite au tir de manière générale. Il n'est pas un peu passé aux côtés de son match 3, mais il a été très bon. Ce que je veux vous montrer, c'est que là encore, Tyronn Lue s'est tout autant concentré sur les autres joueurs que LeBron James dans la série contre les Pacers. Regardez les stats de J.R. Smith contre les Pacers. Il a le même temps de jeu quasiment, mais il prenait 3 tirs de plus par match contre les Pacers. Là, il en prend, 2 dans ces 2 parce que c'est 2,5. Il prenait 2 tirs et demi de plus par match. Simplement, il mettait pas dedans. Alors aussi, il a eu l'intelligence de le rapprocher un peu du cercle. J.R. Smith a été plus agressif en allant marquer des 2 points, mais globalement, ce qu'on voit, c'est que J.R. Smith n'était pas adroit, mais il réussissait à obtenir les mêmes types de tirs qu'il obtenait contre Toronto. Et finalement, il prenait même plus de tirs à 3 points parce qu'il a essayé de forcer, essayé de rentrer dedans, mais malheureusement, il n'y avait pas l'adresse qu'il y a eu cette fois-ci contre Toronto. Deuxième joueur, Kyle Korver. Même principe, on va voir si effectivement Kyle Korver a changé son jeu ou pas. Vous allez voir au niveau des pourcentages au tir qu'une fois de plus, Kyle Korver a retrouvé des bons pourcentages dans cette série avec 56% de réussite au tir contre 40% contre Indiana. Effectivement, il a pris plus de tirs contre Toronto, mais pourquoi ? Parce qu'il jouait plus de minutes, c'est ce que vous pouvez voir ici, et que le problème c'est que Kyle Korver n'est pas un très bon défenseur, surtout qu'il y avait quand même Victor Oladipo et Bogdan Bogdanovic et Darren Collison sur les lignes extérieures qui sont très agressifs, aussi Lance Stephenson. Donc forcément, s'il met pas de panier, Tyronn Lue a pas insisté, a préféré le mettre sur le banc, préférant des profils un peu plus athlétique. Mais on voit qu'au final, qu'est-ce qui s'est passé, c'est Kyle Korver, il a énormément monté ses pourcentages au tir. Pour autant, il a eu les mêmes tirs que contre les Pacers. Ça lui a ouvert aussi des possibilités près du cercle. C'est ce qu'on vous a montré avec l'action d'avant, où grâce au fait qu'il soit dangereux, il a pu couper vers le cercle, il a marqué des paniers faciles et aussi prendre en confiance. Mais clairement, Kyle Korver a réussi à step up, mais le jeu des Cavs était tout à fait le même. Kevin Love, pour moi, c'est un peu le contre-exemple, parce que pour le coup, lui, il a vraiment step up. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Kevin Love ? Pareil, regardez les pourcentages de réussite au tir. 33% contre les Pacers, contre 47% contre Toronto. Il s'est mis à mettre ses tirs. Et surtout, Jonas Valanciunas est moins mobile que Miles Turner. Et c'est là que l'impact de Tyronn Lue se fait pleinement ressentir. C'est que face à un très gros big man, Kevin Love, il est en réussite parce qu'il a de l'espace. Si jamais ils sont en finale
contre Joel Embiid, il aura le même espace. S'ils sont en finale contre Hallerford, là, il va retourner dans ses difficultés parce qu'il va être face à la mobilité d'Hallerford, quand bien même Hallerford ne défend pas sur les Browns, parce que je pense que s'il y a une opposition entre Cleveland et Boston, celui qui défendra la majeure part du temps dans les Browns, ça sera Hallerford. Mais au-delà de la réussite au scoring de Kevin Love et du fait que les pourcentages aient monté, moi, ce qui m'intéresse le plus, regardez, c'est ça là. C'est ses stats. Regardez les stats au rebond. Regardez les stats en contre, en interception et en faute personnelle. C'est hyper intéressant en fait, on se rend compte que Kevin Love a pris du rythme et Kevin Love s'est beaucoup plus impliqué. Ce que je veux montrer par là, c'est que Tyronn Lue, lui, son intérêt, c'est de proposer un style de jeu. Après, il a besoin que ses joueurs soient en réussite et mettent des paniers. Faute de ça, c'est pas non plus sa faute. Il a besoin que ses joueurs step up. Au bout d'un moment, il a raison pour moi, Tyronn Lue, d'insister dans un style de jeu dans la mesure où c'est le fond de jeu qui vous fait gagner les matchs à la fin. Et que de toute façon, si le supporting cast des Cavs n'est pas mis en valeur et n'est pas capable d'être bon, il n'y aura pas de discussion. Bon alors, est-ce que j'ai réussi à vous convaincre du fait que Tyronn Lue, non, c'est pas un coach casu, c'est pas un coach qui propose rien, qui propose une vraie identité de jeu à LeBron et qui fit parfaitement avec les qualités de LeBron James. En témoignent ces statistiques absolument hallucinantes depuis le début des playoffs. Mais par contre, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est d'avoir votre avis en commentaire. Moi, je veux savoir ce que vous en pensez. Et vous avez vu, à chaque fois, je réponds à tout. Le but, c'est qu'on puisse discuter. Est-ce que j'ai réussi à vous convaincre sur le fait que Tyronn Lue, en fait, est un bon coach et qu'il apporte quelque chose vraiment d'identitaire aux Cavs et qui est une proposition qui pourra peut-être être intéressante en finale face à Houston ou face aux Warriors? Les Cavs n'ont plus la possibilité de faire ce qu'ils faisaient il y a 2 ans du Hero Ball parce que Kyrie Irving n'est plus là. Par conséquent, il faut réussir à mettre en avant d'autres joueurs, d'autres qualités et d'autres valeurs des Cavs. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça permet de la soutenir et ça permet de la développer. Et puis moi, ça m'encourage à faire d'autres vidéos. En attendant, restez connectés, on trouvera rapidement de quoi parler. Allez, ciao ciao! 103 left in overtime. 101-99. Here's Iverson. Lue the defender. Stays right with him. Allen wants to go. Wants the baseline. Fade away. Yes. He's way too good. He steps around Lue and drilled it. And the Sixers have scored 9 in a row. 7 straight points by Iverson. Looked like he was dead in the water. The Sixers by 4. 40 seconds left.